Malheureusement, je ne vais pas pouvoir suivre en direct cette conférence de ce soir, qui, je le regrette bien parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, mais je dois rejoindre une réunion de majorité ce soir, qui a commencé déjà à 20 h. Donc, très rapidement, je voudrais d'abord remercier nos invités de ce soir et puis toutes les personnes qui vont pouvoir assister à cette conférence. Et puis également tous ceux qui pourront en replay, comme je le ferai moi-même, pouvoir profiter de cette conférence qui sera diffusée ensuite sur le site de Fontainebleau. Je voulais en 2 mots, simplement, très rapidement, resituer le contexte de cette conférence. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Fontainebleau en transition. C'est un programme assez ambitieux puisqu'il y a à peu près 70 événements, avec des ateliers, avec des conférences, avec des films, des rencontres. L'objectif de toutes ces actions que nous mettons en place, c'est précisément pour mettre en mouvement les différents acteurs qui peuvent prendre part à la transition. Donc, il y a les acteurs qu'on identifie de manière assez évidente. Il y a certaines grandes institutions qui sont déjà partie prenante de la transition. Il y a les entreprises, il y a les associations, il y a les écoles, il y a les administrations. Ce soir, plus particulièrement, le Zoom concerne les entreprises. Donc, il y a peut-être, j'espère, des entrepreneurs qui sont là aussi ce soir ou qui seront là à écouter cette conférence. Moi, je pense qu'il y a un message très intéressant, c'est que l'écologie, visiblement, n'est pas incompatible avec l'économie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, ça va être très intéressant d'essayer de comprendre comment est-ce que chacun peut devenir acteur, y compris dans le monde économique, pour être un acteur positif dans cette démarche de transition. Donc voilà, je voulais juste resituer un petit peu le contexte. Fontainebleau en transition, c'est l'occasion de mobiliser, de sensibiliser, de mobiliser chacun, y compris chacun des citoyens, qui peuvent trouver le moyen de changer ses pratiques au quotidien. Et je crois que c'est un des thèmes justement de ce soir aussi. Comment est-ce que les entreprises, comment est-ce que les collectivités peuvent trouver des nouvelles pratiques qui permettent de faire évoluer et de participer à cette transition. Donc merci à vous pour cette conférence de ce soir. Et je laisse la parole maintenant à Florent ou à Michel pour présenter de manière plus détaillée les intervenants de ce soir. Non, mais à Madame Vernet directement. Oui, merci Antoine. Merci, donc Françoise Vernet, je travaille pour les éditions Actes Sud et je remercie Emmanuel Druon et Édouard Sellier d'être avec nous ce soir. Donc Emmanuel dirige l'entreprise Pocheco depuis 1997. Pocheco n'a plus de secret pour vous puisque vous avez tous vu probablement le film Demain qui était sorti en décembre 2015 et où on avait la chance de découvrir en images ce que cette entreprise du Nord arrive à concilier en étant à la fois un acteur en effet économique mais aussi en étant responsable d'un point de vue écologique. Et chez Actes Sud, on a la chance qu'Emmanuel ait édité 3 de ses livres. Le premier, c'est le syndrome du poisson-lune, qui est le poisson qui ne cesse de grossir, me semble-t-il. Le deuxième, qui est donc vraiment le principe de l'économie et comment on peut entreprendre sans détruire. Et le tout dernier, bébé, qui est le tome 2, où en fait on va à la rencontre de toutes ces expériences et notamment de ces centaines d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent grâce au bureau ouvert et grâce à l'équipe d'Emmanuel. Et ces 3 livres sont édités dans une collection qui s'appelle Domaine du possible, collection qui a été initiée par Cyril Dion, à l'époque directeur du mouvement Colibri et Actes Sud, collection qui va fêter ses 10 ans. Il y a juste une phrase que j'ai envie de vous lire pour résumer cette collection. Partout dans le monde, des hommes et des femmes s'organisent autour d'initiatives originales et innovantes en vue d'apporter des perspectives positives pour l'avenir. C'est vraiment le credo de cette collection.
Et Édouard Sellier, qui est collaborateur d'Emmanuel Druon, a édité l'année dernière dans une collection qui s'appelle Je passe à l'acte, collection que je co-dirige et qui est la petite sœur de Domaine du possible, engager son entreprise dans la transition, parce que nombreux sont aujourd'hui les individus qui peut-être ne mesurent pas le pouvoir qu'ils ont également en tant que salariés pour changer. Voilà, on n'est pas 3 personnes, on est une seule personne. Quand on a des enfants, qu'on est conscient de la planète pour eux, qu'on est engagé dans une association et qu'on est salarié, eh ben on a la possibilité aujourd'hui d'être acteur de tous ces univers-là. La vie n'est pas en silo. Et grâce au livre d'Édouard, des personnes, on va dire, peut-être plus éloignées de nos sujets peuvent aujourd'hui arriver à agir au quotidien dans leur activité de tous les jours. Voilà. Donc merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Et je vous passe la parole. Peut-être Emmanuel, je te laisse commencer. Merci à toi Françoise de cette nouvelle occasion d'abord en effet de rendre hommage à ces libraires et à ces éditeurs qui interviennent quoi qu'il arrive pour essayer de transmettre en fait des expériences réussies, positives. Merci bien sûr à Florent Bénard, à Antoine Ingold et Michel Vibo, et puis aux personnes qui ont décidé de se connecter ce soir avec cette petite conférence rapide. Merci de nous recevoir chez vous à cette heure-ci, au milieu de cette crise étonnante et qui nous apprend à nous adapter. Dans le fond, des crises qui nous obligent à nous adapter à l'échelle de l'entreprise dont Édouard et moi nous nous occupons. Eh bien, nous en avons connu un certain nombre depuis 1997, puisque nous, à l'origine, Pocheco, qui est une entreprise qui aura bientôt 100 ans, fondée en 1928, son métier de base, c'est de fabriquer des enveloppes en papier pour les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies de téléphonie, les mutuelles, et pour que dans ces enveloppes, les clients de Pocheco adressent des millions de factures, de relevés de compte et de relevés de situation. Et donc la première crise que l'on connaît, c'est une crise en forme d'effondrement du marché qui nous oblige depuis 25 ans à nous réinventer, à penser autrement notre rapport au travail et à reconvertir l'activité. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises dans leur histoire qui sont amenées à se réinventer, à se reconvertir. Mais quand ça nous arrive à nous, ça nous mobilise particulièrement. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe aujourd'hui de plus ou moins 70 collègues, avec qui on a fabriqué jusqu'à 2 milliards d'enveloppes par an. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est plutôt un peu en dessous du milliard d'enveloppes par an. Et donc, il faut s'adapter. On a, par exemple, modifié des machines qui font 25 mètres de long pour les transformer en machines à fabriquer des sachets qui remplacent le plastique, donc des sachets en papier qui sont censés remplacer les sachets en plastique. Finalement, on a appris à s'adapter. On a créé le bureau d'études ouvert que Françoise évoquait tout à l'heure, qui est un bureau qui tient une dizaine de personnes en activité toute l'année et qui a amené des gens comme Édouard, ici présent, mon collègue Édouard Sellier, qui est auteur et intervenant. Ça l'a amené à voyager dans beaucoup de pays dans le monde, puisqu'aujourd'hui, on a fait le compte, il y a 30 000 salariés dans le monde et plus ou moins 250 entreprises qui sont aussi bien des PME, des PMI, mais aussi des multinationales, et qui nous confient la responsabilité de transmettre cette idée qu'il est possible d'entreprendre sans détruire. Finalement, tout l'enjeu pour nous, dans notre activité chez Pocheco, c'est d'essayer depuis 25 ans de trouver des options nouvelles pour prioriser l'idée d'entreprendre sans détruire. C'est assez simple comme raisonnement. On lit depuis les années 80 les rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat qui, les uns après les autres, nous alertent
sur cette situation qu'aujourd'hui on connaît mieux et dont on comprend mieux, même si on n'en connaît pas encore tous les développements, mais dont on comprend mieux les enjeux. Ça devient un sujet depuis quelques années, un sujet très présent dans l'entreprise. Comme le disait et le rappelait Françoise tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Plus ou moins 20% des salariés sont à titre personnel à la maison, déjà très engagés dans la transition. Ils sont déjà, comme à Fontainebleau, comme à Rambouillet, engagés dans la transition à titre personnel, comme pour le zéro déchet, pour faire en sorte de changer des habitudes. Mais ces salariés, ces citoyennes et ces citoyens ont le droit, au moment où ils sont salariés, de ne pas déposer leur citoyenneté à la porte de l'entreprise, de ne pas déposer non plus leur cerveau au vestiaire en prenant leur fonction le matin, et ils ont le droit de n'être pas divisés, cassés en deux, fracturés par, d'un côté, la réalité économique qui exigerait que l'on continue d'épuiser les ressources minières, fossiles, fissiles, que l'on continue de dégrader le climat. Non, en fait, chez Pocheco, à notre toute petite échelle, par chacun de nos actes, dans chacune de nos décisions depuis 25 ans, nous avons fait en sorte de réduire l'effet de nos actions de réduire la pénibilité, donc de réduire l'impact de nos activités sur la santé humaine, de réduire aussi, et par conséquent, parce que c'est très lié, l'impact de nos activités sur l'écologie et de faire en sorte que tout ça nous permette aussi de gagner de la productivité industrielle, parce que dans la règle de fonctionnement de Pocheco, l'argent est un moyen d'entreprendre et ça n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on réinvestit ce qu'on gagne. On ne dépense pas l'argent, on ne distribue pas de dividendes, les salaires sont de 1 à 4, 1 c'est le SMIC et 4 c'est 4 fois le SMIC et une personne touche 4 fois le SMIC, mais la moyenne c'est 2,7 fois le SMIC. Donc en fait dans cette économie, sur un marché en effondrement, dans une économie en transition, on se réinvente par la solidarité, par la coopération, et c'est de ça dont ce soir on va essayer avec Édouard de vous donner quelques exemples concrets, quelques actes précis que nous avons produits et que nous continuons de produire aujourd'hui, dans l'espoir que nous pourrons continuer cette transition, accompagner cette transition, raconter cette transition, partager cette transition, parce que chez nous, elle est porteuse de beaucoup finalement de beaucoup d'ouverture d'esprit. Alors, avant que de donner quelques exemples, je voudrais passer la parole à Édouard. On avait plus ou moins prévu de vous envoyer une petite vidéo, mais je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de le faire. Je ne sais pas, Édouard, si vous avez envie qu'on commence par ça. Alors voilà, une trop longue introduction, mais tout de suite, on donne la parole à un de nos collègues, Mehdi, qui va, en 3 minutes, résumer un peu la situation. Alors, j'essaye de partager l'écran. Oui, c'est ça. Merci de votre patience. Voilà. Merci. Hop. Alors. Et si ça prend pas, c'est pas grave, on continue. Oui, pour l'instant, ça mouline. J'ai l'impression que ça ne prend pas, désolé. C'est pas grave. Alors, pas de vidéo ce soir. Merci de votre bienveillance. Désolé. On n'est pas les rois de l'Internet, pour être très honnête avec vous. Je vous donne un exemple et je passe la parole à Édouard. Donc, pour être très concret, changer les choses dans une entreprise, c'est l'histoire de notre équipe, en fait. C'est devenu une habitude et au départ, c'était surtout une découverte. Aujourd'hui, ça reste une découverte. C'est très empirique, mais c'est devenu une habitude. Je crois que la première chose qu'on ait changée dans l'usine, c'est les encres qu'on utilise. Les encres qu'on utilisait étaient des encres tout à fait conventionnelles qui faisaient très bien leur travail pour imprimer les enveloppes. Et puis un jour, on a été frappé par le fait que pour travailler dans cette usine, à cause de ces encres, il fallait porter des masques, des gants et se protéger contre les effets
de l'utilisation de ces produits qui étaient nos matières premières. Et on s'est demandé si on ne pourrait pas faire le même métier, mais sans avoir à se protéger. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas des encres à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds? On a cherché et on a trouvé ces encres-là. Et ça a été pour nous une découverte et surtout une manière de se débarrasser d'un problème. Finalement, nos enveloppes étaient toujours aussi bien imprimées, mais elles ne l'étaient plus avec des produits toxiques. Alors ça résolvait beaucoup de difficultés et de problèmes en fait en amont et en aval. Par exemple, on a pu faire les mélanges des couleurs nous-mêmes, alors qu'avant il valait mieux pas y toucher. On a pu nettoyer nos machines avec du savon de Marseille et de l'eau de pluie. On a pu nettoyer nos eaux usées dans une bambousée de phytorémédiation et non plus en les envoyant au recyclage dans une cimenterie lointaine de 50 km de l'usine. Donc on a réduit les impacts et les effets de l'utilisation de ces encres car elles n'étaient plus toxiques. Ne comprenant plus de toxicité, elles étaient plus faciles à utiliser, elles respectaient mieux la santé humaine, elles respectaient mieux l'environnement et elles nous ont permis de réduire les coûts financiers grâce au fait qu'on arrivait maintenant à les mélanger. Alors je prends l'exemple des encres, j'en ai bien entendu beaucoup d'autres, mais on a pensé à ce moment-là et on s'est dit avec les collègues, dans le fond, il y a beaucoup d'usines qui doivent être dans le même cas que nous, qui doivent elles aussi exploiter, utiliser des produits dont la toxicité est avérée et qui aimeraient pouvoir passer à la vitesse supérieure, à des produits non toxiques. Et on s'est dit dans le fond, si nous qui sommes un fabricant d'enveloppes pauvres sur un marché en effondrement, si ça marche pour nous, probablement ça marche pour tous. Oui, et c'est de cette pensée-là qu'on a créé donc le bureau d'études ou bureau d'études ouvert qui accompagne les entreprises dans la transition. La question qu'on s'est posée quand le bureau a été créé, c'était de savoir comment on allait bien pouvoir pour reprendre les mots de Monsieur Ingold tout à l'heure, comment on allait réussir à mettre en mouvement les acteurs qui peuvent prendre part à la transition, comment on allait mobiliser en fait le plus grand nombre dans les entreprises. Pour ça, on a travaillé sur le fait de se libérer de la contrainte qui est de ce qui était entendu dans les entreprises, qui était que dans l'entreprise, on est là pour faire son travail et un point, c'est tout. Quand on intervient, on a décidé donc d'intervenir auprès d'autres entreprises pour engager la transition ailleurs que chez Pocheco. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, c'était il y a c'était il y a un an maintenant, un an et demi, où on se retrouve à Bali avec mon collègue Yann dans le village de Mambal pour travailler avec une usine du groupe Danone, où à l'intérieur de l'usine, on se retrouve avec une équipe assez soucieuse de préserver son environnement, tout en sachant qu'en même temps, leur activité consiste à embouteiller de l'eau dans des bouteilles en plastique, donc assez destructeur pour l'environnement. Mais d'un autre côté, ils voient les conséquences déjà sur leur île du changement climatique. Ils se rendent compte que la montée des eaux fait que les nappes phréatiques sur l'île de Bali se salinisent et donc ils ont des difficultés d'accès à l'eau potable, par exemple. Ça, c'est un des gros problèmes qu'ils ont sur place. Et donc, on a des équipes qui sont très sensibles à ces sujets-là, mais qui se disent, bon, c'est tout. J'ai mes problèmes à la maison. Parmi ces problèmes, j'ai les problèmes écologiques qui me tournent dans la tête, mais au travail, je fais mon travail et je m'en tiens à ce qu'on me dit de faire. Tout notre travail avec Yann, ça a été de faire rendre acteurs les équipes sur place de la transition, justement, et faire en sorte que ce soit non pas les entreprises, mais plutôt les salariés, les équipes dans les entreprises qui prennent en main le sujet. Et on a des résultats assez intéressants. Par exemple, la première des choses que l'on fait quand on intervient avec mes collègues du bureau ouvert, c'est d'aller échanger, d'écouter la façon dont les équipes travaillent, de comprendre leur métier, et pour ensuite leur poser la question, mais si tu devais changer quelque chose, parce que tu es soucieux de préserver l'écologie, parce que tel sujet te préoccupe, si tu devais changer les choses, qu'est-ce que tu ferais? Et les gens se disent, ah oui, vraiment, je peux changer des choses. On dit, bah oui, on est là pour ça, pour libérer un peu enfin, pour libérer, c'est un grand mot, mais on
est là pour vous donner la parole. Donc, si vous avez des choses à nous dire, dites-le, il n'y a pas de problème. Alors, les gens commencent à réfléchir pendant 2-3 jours. Nous, on reste là dans l'usine à écouter, à échanger avec les uns et les autres. Et après 3 jours de ce travail d'écoute et de partage, on commence à mettre tout le monde dans la même salle et à faire ce qu'on appelle un brainstorming. Et on a des idées toujours super intéressantes, en fait. Une fois qu'on explique aux gens que ce sont eux, aux équipes dans les usines, qui sont les acteurs de la transition qu'ils attendent, eh ben, ils nous proposent des choses assez exceptionnelles, et parfois même exceptionnelles, mais en même temps parfois très simples. Si on va à Bali, donc je retourne à Bali, on est dans une usine dans laquelle vous avez un atelier de conditionnement de l'eau en bouteille qui tourne. Dans cet atelier, tous les jours, il y a des équipes de 4 personnes qui prennent des bouteilles, des gros jugs de 20 litres et qui se les passent de main en main pour les faire circuler ou les passer d'une pièce à l'autre. À Bali, il fait rapidement 30 degrés. Sous un hangar métallique, il fait encore plus chaud. Et ce qui ajoute à la chaleur déjà ambiante du bâtiment, c'est les rejets d'air chaud qui viennent des climatiseurs des bureaux qui sont accolés au bâtiment de production. En fait, vous avez la chaleur ambiante de l'île qui est déjà à 30 degrés. Vous ajoutez à ça un hangar métallique donc, qui accumule de la chaleur à son tour, et puis des rejets d'air chaud depuis les climatiseurs des bureaux d'à côté. Donc les équipes qui doivent porter des jugs de 20 litres toute la journée suent à grosses gouttes une bonne partie de leur temps de travail. Et on est alpagué par un Rivaldi, qui s'appelait Rivaldi, qui nous dit, mais en fait, moi, quand je vais au temple le week-end, on n'a jamais trop chaud. Alors, on ne fait pas les efforts qu'on fait ici, mais il y a un truc tout bête qu'on a au temple, c'est qu'on a une cheminée solaire, c'est-à-dire que au-dessus de notre temple, on a une ouverture qui est abritée pour qu'on reste abrité de la pluie, mais on a quand même une ouverture sur l'extérieur qui fait que l'air chaud, en fait, sort assez facilement. Alors, il y a des jeux d'ombre et de lumière qui se font sur la cheminée solaire qui permettent une extraction, une ventilation et une extraction super efficace de l'air chaud qui est sous le temple. Et en gros, il dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose chez nous? Et on commence à y réfléchir, et effectivement, on se rend compte que c'est tout à fait faisable dans cette usine que d'extraire l'air chaud de façon naturelle, donc très simplement. Et ce faisant, les équipes qui sont dans l'usine, donc l'usine consomme moins d'énergie, ça soulage un peu la conscience des équipes et puis la pression sur l'environnement. Dans le même temps, comme il fait moins chaud dans l'atelier, on a moins besoin de rafraîchir les bureaux qui sont mitoyens et qui donc réduisent leurs besoins en climatisation. Comme on réduit le besoin en climatisation, on envoie moins d'air chaud dans l'atelier qui se rafraîchit davantage, et donc on a moins besoin de climatisation dans les bureaux. Enfin bref, vous avez compris le cercle dans lequel on rentrait assez facilement, pour peu d'investissement, en mobilisant en fait les équipes chez nous. Et ça, on le voit dans beaucoup d'entreprises, enfin toutes les entreprises qu'on rencontre au cours de nos aventures. Ce que vous décrivez, Édouard, c'est une démarche économique où on change des procédures et une usine. C'est une usine dans laquelle il y avait quoi, 600 personnes, moins? Oui, c'est ça. En fait, on était 600. Alors c'est marrant, on est 600 chez Danone à Bali, et on est 60 chez Pocheco, et je peux vous parler du coiffeur de Forêt-sur-Marque où se trouve Pocheco, où ils sont 6. Et la démarche qu'on a appliquée chez Pocheco d'économie, elle s'applique dans tous les cas de figure de ces entreprises que je viens de citer. Que l'on soit 600 dans une usine Danone, que l'on soit 60 chez Pocheco ou que l'on soit 6 chez le coiffeur de Forêt-sur-Marque, dont vous comprendrez que je le fréquente moins assidûment que vous-même. Merci pour en tout cas la remarque, Édouard. Dans tous les groupes, que ce soit des groupes de 100 000 personnes, des groupes de 200 000 personnes, des groupes de 20 personnes, on peut subdiviser par 10. Et ce que nous avons remarqué au fur et à mesure des opérations qu'on mène, donc à partir de l'expérience Pocheco, vous avez compris, on a, pour se reconvertir, créé un bureau d'accompagnement des entreprises pour faire en sorte d'appliquer les règles qu'on s'est appliquées à nous-mêmes à d'autres et faire en sorte, en fait, de devenir des acteurs
de notre propre transition. Ça veut dire que c'est pas, comme le disait Françoise dans son introduction, il s'agit certainement de décloisonner. Il faut absolument qu'on puisse intégrer l'idée qu'il est absolument vital, absolument engageant pour chacune et chacun d'entre nous, pour les citoyens que nous restons dans nos entreprises ou dans nos collectivités. Il est absolument essentiel qu'on puisse rester cohérent avec nous-mêmes et qu'on sorte des, pardon, le terme est très utilisé, mais des injonctions paradoxales tout de même, hein, faire de la croissance au détriment d'une planète qui se réduit et dont les ressources se réduisent comme peau de chagrin, eh bien, à un moment donné, ça ne marche plus, mais c'est l'injonction paradoxale finalement. Alors, dans les entreprises dans lesquelles on se rend, on travaille chez des gens de toutes sortes. On a, par exemple, on accompagne une entreprise comme Aperam dans le nord, à côté à Isberg, à quelques 100 km de Forêt-sur-Marque. Et alors ça, c'est sensible hein, parce que c'est de la sidérurgie. Alors bon, c'est polluant et puis à quoi ça sert? Enfin, ça questionne. C'est comme tout à l'heure les jugs et les bouteilles d'eau en plastique du groupe Danone. Mais dans ces entreprises-là, il se trouve qu'il y a des gens qui sont des engagés. Et c'est 20% plus ou moins de la population des entreprises dans lesquelles on intervient, plus ou moins 20% sont des engagés. Et quelquefois, ils sont très engagés, mais ils ne savent pas qu'ils sont 20%. Et c'est ce que nous a appris Cyril et ce que nous ont appris Cyril et Mélanie avec Demain, le film dont parlait Françoise tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a incontestablement une nécessité de se reconnaître, de se dire que nous sommes engagés, nous pouvons le revendiquer et nous pouvons travailler ensemble. Alors, quand Édouard et ses collègues interviennent dans les entreprises qu'ils accompagnent, par exemple, ils ont accompagné avec Kevin, un de ses collègues, l'entreprise AG2R à Marseille. Il va vous raconter cet exemple-là très concret de leur intervention. On a pu constater qu'il y a des engagés. Et puis, dans les populations des entreprises, à côté des engagés, il y a des indécis. C'est encore aujourd'hui probablement la population la plus importante, des indécis. Ils ne savent pas exactement comment se situer au titre de leur activité dans l'entreprise. Et puis, il y a une portion congrue mais existante de 10, peut-être 15% encore aujourd'hui, des gens qui sont alors des enragés, qui sont eux absolument enragés et convaincus par le scepticisme climatique. Et dans le fond, avec mes collègues, nous, on n'a pas les moyens de lutter contre les moulins à vent. Donc, quand il y a des enragés, on les laisse tranquilles. Après tout, on ne connaît pas les raisons et puis ce serait violent d'essayer de convaincre. Donc, on n'est pas là pour ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt essayer de coopérer et de solliciter les engagés en leur montrant qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'ensemble, on va pouvoir faire des choses. Alors, on prend l'exemple d'AG2R La Mondiale. Oui, ça marche. Oui, bah oui, effectivement, ça évoque chez nous cet exemple où on a été plutôt faire ce qu'on appelle un plan de mobilité. C'est-à-dire que on estime que on a découvert que pour accompagner les entreprises dans la transition, justement, pour mobiliser les équipes, bah, il y avait cet aspect, le premier que j'ai évoqué à Bali, où il fallait décloisonner, sur lequel Emmanuel a rebondi, décloisonner, considérer que désormais, il n'y avait pas la personne dans sa vie privée et la personne dans son milieu professionnel, mais qu'on était la même personne quand on rentrait dans l'usine. Il y a cette clé-là pour engager la transition, mais il y en a une autre qui est assez simple parce que elle concerne absolument tout, enfin moins maintenant, mais en tout cas du temps où on y était, elle concernait absolument tout le monde, c'est les déplacements, la mobilité, le fait d'aller et venir sur son lieu de travail. Et le travail qu'on a fait avec le groupe AG2R La Mondiale, c'était de réfléchir et de proposer d'autres façons de se déplacer que de se retrouver tous les matins et tous les soirs dans les bouchons, tout seul dans sa voiture. Quand on arrive à la gare de Marseille-Saint-Charles, ah bah oui, et du coup, effectivement, on avait un collègue pour aller au boulot. C'est un autre de nos collègues qui a produit ce livre publié par Françoise. Exact.
et qui est très bien fait et et, qui nous permet d'engager du coup les entreprises sur ce sujet-là, de la mobilité, moins d'auto pour aller au boulot, exactement. Et ben, quand on arrive à Marseille, à la gare Saint-Charles, on se dit, bah, c'est tout, on nous explique, on nous dit, bah, prenez le taxi. On dit, bah, quand même, pour venir jusque chez nous, au siège de notre entreprise, prenez le taxi. On se dit, ah, quand même, c'est dommage, on a regardé sur Internet, il y en a pour peut-être 20 minutes en transport en commun, on va tenter le coup. Surtout qu'on est là pour leur parler de mobilité, de déplacement. Donc, on fait le trajet, on prend Non, mais le métro. c'est important ce que vous dites, Édouard. C'est Oui, surtout qu'on est là pour leur parler de déplacement. Donc, on va tester les techniques. C'est-à-dire que quand on accompagne des entreprises, quand on accompagne des équipes, c'est un point absolument essentiel. La raison pour laquelle on a testé sur nous-mêmes chez Pocheco toutes les solutions qu'on propose à l'extérieur, c'est parce que il est important pour engager la transition de se sentir accompagné par des gens qui interviennent, qui agissent, qu'on ne soit pas simplement des ouais. haut-parleurs. Oui, oui, bah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, on expérimente au quotidien. C'est une clé une autre clé du succès, quand on veut engager la transition, c'est de l'expérimenter soi-même, de la vivre au quotidien. Et donc pour le vivre à Marseille, bah, on prend les transports en commun à Marseille et on se rend compte qu'en fait, il y a 5 minutes de métro, 5 minutes de tramway et puis 10 minutes à pied le long de la Méditerranée. On était en plein mois de février, il faisait -5 quand on est parti de Lille, il faisait 15 quand on arrivait à Marseille avec Kevin. Donc on a apprécié cette balade le long de la mer, qui était assez agréable. Et puis, on parle aux équipes qui C'est un peu nous... flippant au passage, hein, quand même. 15 degrés. Je me Même à revois, Marseille, 15 degrés au milieu du mois de février, excusez-moi, mais ah, mais je me revois partir sous la neige et tout, et arriver à Marseille à manger dehors. Bref, mais oui, c'était étrange. Et quand on arrive pour évoquer le sujet, bah, vous savez, on est venu en transport en commun. Je vois qu'il y a plein de notes de taxi pour faire les allers-retours entre la gare, pour ceux qui ont des déplacements professionnels hors de Marseille, entre la gare et votre lieu de travail. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et là, tout de suite dans la salle, quelqu'un qui se lève et qui nous dit, non, mais vous rigolez ou quoi? Vous êtes fous, transport en commun, vous vous rendez pas compte, il y en a pour 1 heure ici. Alors on se dit, bah, ok, donc là, clairement, on a un enragé, on va le laisser faire du bruit. Malheureusement, on s'est pas amusé, on n'a pas pris trop de temps pour s'en occuper, parce que d'à côté, un peu plus discret, vous avez l'équipe qui se dit, ah ouais, bah, moi, je suis en vélo quand même, c'est pas le bout du monde, il y a 20 minutes, on est à Marseille, il fait quand même beau une bonne partie de l'année, on a des douches pour se doucher. Et voilà, donc ceux-là, on les entend souvent un peu moins, les engagés, les 20%. Mais notre travail, ça a été plutôt de s'appuyer sur eux, de leur dire, bah, de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour que ce que vous faites là, la transition que vous vivez, puisque c'est ce dont on vient de parler, comment on fait pour que ça se diffuse auprès des autres? Et alors là, tout de suite, à la fin de la réunion, bah, il y a une personne qui se lève, qui dit, bah, vous savez, toi, tu viens pas, tu dis que les transports en commun, il y en a pour 1 heure, je te montre, je sais, on parle ensemble, on est un peu amis quand même, on se côtoie tous les jours. Je sais que tu habites pas trop loin de chez moi, si tu veux, on fait le trajet en transport en commun ensemble ce soir. Et chemin faisant, ben, on a des équipes qui commencent à délaisser leur voiture pour rejoindre les engagés. Et donc, on a un peu moins d'indécis, un peu moins d'enragés, beaucoup plus d'engagés qui, bah, mois après mois, finissent par délaisser leur voiture. Et 6 mois plus tard, oui, Édouard, non mais sur l'exemple du plan de mobilité, il faut qu'on précise oui, que c'est pas neutre parce que pour une entreprise qui serait uniquement engagée dans une activité tertiaire, le plan de mobilité permet de réduire de 50% les émissions de CO2 de l'entreprise en question. Donc, oui, en fait, les clés qu'on est en train de décrire avec Édouard sont les clés de ce qu'on a appelé l'économie, hein. Il est plus économique de travailler de façon écologique. Et donc, ces exemples qu'on vous donne, et on ne va pas en développer d'autres parce que non, le temps est compté et que on voudrait avoir le temps de répondre à vos questions, à vos interrogations et de faire, même si c'est compliqué à distance, quand même quelque chose de l'ordre d'un dialogue avec celles et ceux qui ont la gentillesse de passer du temps avec nous ce soir. Mais il y a donc en gros 4 clés à l'économie et à chaque fois nous avons choisi de travailler d'abord comment dire, les clés en essayant d'aller chercher des chantiers qui soient les plus satisfaisants le plus rapidement possible.
C'est-à-dire que très souvent, quand on attaque la question de la transition, de l'économie de la transition, qui est vraiment, bon, la RSE pour le dire autrement, mais l'économie de la transition plus largement, la première chose que l'on se dise, c'est, bon, j'ai des gros chantiers, que ce soit une collectivité ou une entreprise, j'ai des gros chantiers, il faut qu'on soit efficace, qu'on fasse quelque chose qui ait des effets sur le long terme, et on se casse la tête à essayer de chercher des options. En fait, les exemples qu'on vous donne, c'est des exemples qui nous ont été fournis par les salariés, comme le disait Édouard tout à l'heure, et surtout qui nous ont permis, en fait, avec peu de moyens, d'intervenir rapidement et de modifier profondément avec des résultats visibles, satisfaisants, qui nous ont donné du plaisir. On a réussi en moins de 3 mois à changer quelque chose d'important dans notre organisation du travail, et ce quelque chose qu'on a changé ensemble nous a encouragés ensuite à aller ensemble avec cette équipe qui s'était constituée, travailler sur un sujet plus difficile, peut-être plus long, mais on avait pris confiance grâce à ces premières méthodes. Alors, dans les clés de l'économie, on en a cité une première qui était la mobilisation collective, qui a permis à Bali de détecter ce qu'étaient les engagements auxquels les salariés avaient envie de se soumettre pour changer quelque chose dans leur confort au travail. Et puis la seconde clé qu'a évoquée avec son deuxième exemple Édouard, eh bien c'est la clé du plan de mobilité qui est en effet applicable dans les collectivités et dans les entreprises et qui a des effets rapides et sensibles. Je ne décris d'ailleurs pas à quel point ça crée du lien, c'est ce qu'évoquait Édouard tout à l'heure, à quel point ça crée du lien, à quel point on a plaisir à découvrir qu'on a des collègues qui travaillent proches de nous. Et puis il y a deux autres clés de l'économie, je laisse à Édouard le soin de vous les présenter. Ça marche. Oui, bah, justement pour créer du lien, on a ce sujet qui est la biodiversité. L'idée chez Pocheco, ça a été de faire de notre usine un corridor pour la biodiversité, de végétaliser, de casser le béton partout là où c'était possible, de rendre perméables les espaces, de les rendre comestibles aussi, pour au final avoir 80% de l'usine qui est perméable, sur laquelle on fait pousser l'herbe plutôt qu'on y coule du béton. Et ce travail-là, ça a cette vertu de mobiliser les équipes, de les sensibiliser aussi, et ensuite, réunis autour de ce projet qui est la biodiversité, rendre mon usine plus verte, plus verdoyante, plus agréable, et c'est un premier chantier qui mène ensuite vers d'autres qui ont d'autres, vers de nouveaux chantiers. En fait, on estime que c'est une clé d'entrée on a expérimenté le fait que faire entrer la biodiversité sur son lieu de travail permettait ensuite d'engager d'autres travaux de lutte contre le changement climatique à l'échelle de l'entreprise. Oui, c'est important parce que chez Pocheco, quand on a repris l'activité en 97, 5% du territoire de l'usine était perméable. Aujourd'hui, c'est plus de 85% de l'usine qui est perméable. Si vous passez dans le nord de la France, où se trouve Pocheco, on sera très heureux de vous recevoir. Vous appelez Édouard chez Pocheco et on vous recevra, enfin quand la crise sanitaire sera passée, on vous recevra pour vous montrer ce que c'est. C'est un lieu où en fait on découvre des nouvelles espèces en permanence. On fait venir des écologues et depuis qu'on a complètement libéré l'espace des contraintes de toxiques ou de produits imperméabilisants, en fait, on a vraiment une usine dont les jardins sont comestibles. On peut s'inspirer de ce que font Perrine et Charles Hervé Gruyé au Bec et Loin. D'ailleurs, on s'en inspire. On fait de la permaculture, de l'agroforesterie. On a complètement modifié notre perception. Et quand on arrive au travail, moi ce matin, j'avais une inquiétude depuis 4 heures du matin au sujet de l'entreprise. La première chose que j'ai faite en arrivant, c'est le tour du jardin. Et immédiatement, et d'ailleurs, il y a une étude de l'université d'Exeter en Angleterre qui démontre que, entouré par de la végétation naturelle, l'entreprise engendre des conditions de travail très largement améliorées.
on parle d'un gain de 15% de productivité dans ces entreprises-là, dans cette étude. Et puis, il y a une dernière clé, Édouard, Oui. qui porte un mot un peu barbare. Ouais, c'est l'analyse du cycle de vie. C'est une étude qui vise à comprendre tous les impacts environnementaux d'un produit ou d'une activité depuis l'extraction des matières premières qui ont servi à faire ce produit, pour Pocheco, depuis l'extraction du bois qui est dans notre papier, jusqu'au moment où notre produit devient un déchet. Quel est le coût environnemental de toutes les étapes qui ont servi à fabriquer ce produit et qui ont ensuite transporté par le facteur, déposé dans la boîte aux lettres, puis jeté, recyclé. Quels sont les coûts environnementaux de toutes ces étapes de la vie de notre produit? Ce travail-là permet de quantifier les travaux de lutte contre le changement climatique, de transition, les travaux de transition menés par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on sait que quand je fabrique une enveloppe en papier, il y a tant de pourcents de mon impact environnemental qui est dans la façon dont est gérée ma forêt, avec laquelle je fais mon papier. Dans ce cas, peut-être qu'un des chantiers prioritaires sur lesquels je dois travailler, ça va être d'aller regarder d'où vient le bois qui compose mon enveloppe. Et voilà, en fait, en faisant ces analyses du cycle de vie, on arrive à tracer la feuille de route de la transition pour les entreprises, et assez facilement, en fin de compte. Le tout, c'est d'aller... Le tout... Bon, et excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais l'idée aussi avec la... Je reprends le fil, Édouard, sur l'analyse du cycle de vie. C'est une des clés qui nous permet de répondre en fait aux questions que se pose chacun d'entre nous pour essayer de produire des choix qui soient des choix orientés scientifiquement et non pas le fruit d'une infox ou de je ne sais quelle influence. En fait, on a besoin d'informations précises pour pouvoir changer les habitudes au sein des entreprises, modifier et accompagner cette économie de la transition. Alors, clairement, une usine comme Pocheco, qui est une petite entreprise, qui prétend pas devenir un jour une multinationale, cette petite entreprise, elle est aujourd'hui zéro déchet, zéro fossile, zéro fissile, zéro plastique, autosuffisante en ressources hydriques, électriques. Elle est dans un état qui lui permet d'entreprendre, ils nous permettent à tous d'entreprendre sans détruire, de produire sans laisser de traces. C'est-à-dire qu'on a aussi changé notre rapport au travail, notre rapport à l'autre dans le travail. Le fait que nous puissions coopérer plutôt que être en compétition en permanence. On insiste beaucoup dans les méthodes classiques et conventionnelles du capitalisme développé depuis une cinquantaine d'années, sur la compétition, mais en disant qu'on s'inspire de Darwin. Mais Darwin a aussi décrit avec justesse que l'on coopère et que dans la nature, l'état de coopération est au moins aussi important que l'état de compétition. Alors, je suis désolé d'accélérer les choses comme ça, Édouard, mais il me semble qu'on avait dit avec Françoise qu'on répondrait, s'il y avait des interventions et des questions, qu'on répondrait aux questions éventuelles qui se poseraient aux gens qui nous ont fait l'amitié de nous écouter patiemment jusqu'à maintenant. Donc, il y a déjà deux questions, Emmanuel, d'ailleurs. Alors, on vous écoute. Une première, c'est est-ce que Danone en France, Dieppe par exemple, le fait, puisque vous parliez de Bali. Donc voilà, plutôt que d'aller à l'autre bout du monde, est-ce qu'en France, ces entreprises internationales ont aussi... Oui, on est allé, pour Danone, on est allé chez Volvic, donc en Auvergne, pour mener en fait le même travail, un travail similaire à celui qui a été... Ils ont 100 usines Danone Waters, ils ont 100 usines Danone Waters dans le monde, et on a accompagné à ce jour 10 usines, avec l'idée que ensuite chacun des sites, où qu'il soit, allait pouvoir engager cette transition économique et écologique en transmettant la méthode qu'on a mise en œuvre chez eux. Alors, et la raison pour laquelle on est allé aussi loin, c'est que l'Indonésie, comme vous le savez, se trouve sur la barrière de feu volcanique de l'océan Indien, et que donc il y a en fait 50% du chiffre d'affaires de Danone Waters se fait dans cette région-là.
Alors, Emmanuel, c'est moi qui avais posé la question, mais allez, ça amène à la deuxième question et comme ça va lancer un peu le bal des échanges avec les participants. Ma deuxième question, c'est, on entend bien, et puis Emmanuel Rabert était un acteur assez convaincu de l'écologie, on entend bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire il faut un engagé, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui fait que, en fait, les entreprises y vont par rapport à celles qui n'y vont pas, parce qu'on a quand même un peu le sentiment en France qu'il y a 30% d'acteurs qui pourraient y aller, et puis il y a quand même, en termes d'économie, quand même beaucoup d'acteurs qui n'y vont pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une entreprise se lance dans une démarche comme ça? Les salariés. Mm. Oui. C'est-à-dire nous. Ça me fait penser. Oui. On recevait Cécile Duflot en webinaire ce jeudi dernier, et Oui. parce qu'on organise des webinaires chez Pocheco tous les jeudis, auxquels vous êtes toutes et tous les bienvenus. Elle nous disait, pour engager la transition, il y a deux solutions, soit la réglementation, soit faire sentir qu'on est dans un mouvement collectif. Nous, on prône plutôt le mouvement d'emballement collectif, d'aventure collective, elle utilise ces termes-là, et c'est exactement ce qu'on propose quand on va à Bali, à Volvic, ou dans d'autres usines qui ne sont pas celles de Ça Danone. permet d'enchaîner sur la réponse à la question, est-ce qu'on considère, parce que je n'ai pas vu l'entièreté de... Je suis nul en Internet, donc j'ai vu qu'un bout de la question. J'ai vu qu'un bout de la question, mais je me demande si on me demandait si notre processus était enclenché, s'il continuait chez Pocheco. Ouais. C'est ça? Vous Alors, avez celui qui demande cette question-là. Effectivement, est-ce que le processus de transition de Pocheco a atteint sa finalité? S'il reste encore des choses à faire, qu'est-ce que ce serait? Je me pose la question de ce qu'est une entreprise qui est véritablement durable, qui a réussi sa transition. Question de Sophie. alors je crois que ma réponse à moi, c'est de dire que nous sommes dans le mouvement, dans une forme assez vivante en fait. On s'est rapproché du vivant et du sensible en procédant de cette manière-là. Et notre façon, bien sûr qu'on continue d'évoluer dans l'usine parce que toujours il faut s'adapter, sinon le mouvement c'est la vie. On a besoin de ce mouvement, je dirais pour plein de raisons, notamment parce qu'il faut que Édouard et moi on puisse travailler ensemble. Il faut qu'Édouard, qui est de la nouvelle génération, ait envie de continuer d'intervenir. Et quand on ne sait plus ce qu'on pourrait faire, ce qui nous est encore jamais arrivé, on commence à produire des bouquins, des conférences, des webinaires, des rencontres pour essayer de transmettre. En fait, il y a un travail à faire à la fois sur nous-mêmes, mais aussi un travail d'entraînement sur les autres et avec les autres. Édouard a évoqué nos webinaires tous les jeudis à 13 h. Vous vous rendez sur pocheco.com et vous voyez les webinaires, vous pouvez les voir en replay et vous pouvez venir vous inscrire. On reçoit jeudi Laurent Tillon, qui est un des auteurs Monde Sauvage. On l'avait il y a une semaine. Un chef que vous avez vu il y a une semaine. Passionnant. Puisqu'il sort son bouquin, on essaye de l'accompagner. Mais on a reçu Hubert Reeves il y a quelques semaines, on a reçu Cécile Duflot, on va recevoir Valérie Masson-Delmotte, la vice-présidente du GIEC. Donc regardez le programme et voyez ce que vous pouvez faire et soutenez cette démarche. Et puis aussi, on organise des rencontres de l'économie les 8, 9 et 10 juin prochains, là sous la forme de la formation. Donc parmi les choses qu'on a déployées, on s'est aperçu que ça serait bien qu'une grosse partie de l'équipe de cette entreprise en effondrement et en reconversion devienne formatrice, parce qu'en fait, on a beaucoup de demandes pour former des gens sur ces méthodes de travail dans tous les axes du travail en usine. Hein. C'est aussi bien à la maintenance, dans la manière de gérer la maintenance des machines, la logistique, mais aussi la permaculture, l'agroforesterie, puisqu'on fait un peu tout ça chez nous. Et donc, on fait sous la forme de formation pour les entreprises et pour les collectivités. D'ailleurs, je précise que ce sont des formations là, les rencontres de l'économie, les 8, 9 et 10 juin sont payantes, mais pour toutes les personnes qui se trouvent en chômage partiel, elles peuvent obtenir la gratuité, le remboursement par l'État de ces formations. Parce que, en fait, c'est des formations RSE, si vous voulez, où là, on a invité nos grandes oratrices à venir nous inspirer et nous porter. Parce que la RSE, la transformation,
l'économie de la transition, je pense qu'elle sera portée par notre imagination. C'est Rob Hopkins, toujours dans la collection Domaine du possible notamment, qui tient ce discours, et je crois que son propos est juste. Il nous dit il faut favoriser l'imagination, c'est ce qu'il dit déjà dans Demain, et c'est ce qu'il porte comme message partout où il intervient. L'imagination nous ouvre et nous permet en fait de collectivement de recréer les conditions en fait de l'innovation. Il nous faut réinventer le monde dans lequel nous vivons. Il nous faut réinventer les méthodes de travail. Oui, le fameux ESI de Rob Hopkins qui est sorti aussi dans la collection Domaine du possible. Alors vous allez dire que je tourne en rond autour des auteurs Actes Sud, et vous n'aurez pas complètement tort parce que c'est vrai qu'on les lit beaucoup. Alors j'essaye de vous faire une recommandation de lecture qui ne soit pas Actes Sud, parce que je ne voudrais pas avoir l'air quand même d'être… Mais j'en ai plein des bouquins qui ne sont pas d'Actes Sud, mais bon, là, Domaine du possible, c'est quand même important de signaler. Vous l'avez fait avant moi et vous le ferez après moi, mais je signale quand même, poussons la porte de nos libraires indépendants et effectivement soutenons des éditeurs comme Actes Sud avec Domaine du possible, Je passe à l'acte et Monde sauvage. Il y a un engagement de la part de ces gens-là qui est un engagement fort et qui est important et qu'on peut soutenir. Le premier acte de Fontainebleau en transition. Lisez et partagez vos lectures. Alors, il y a Emmanuel, une question… Il y a une question qui vient de surgir, est-ce qu'on n'accompagne que des entreprises? Et la réponse est non, nous accompagnons aussi des collectivités dans la France entière et même à l'étranger, bien entendu. est-ce que vous accompagnez les entreprises de services? J'ai entendu AG2R, donc la réponse est plutôt oui. Tout à fait. Les entreprises de services, les entreprises industrielles, en fait, nous accompagnons les gens. Et il se trouve que les gens travaillent dans tout type d'entreprise, dans tout type de collectivité. Et donc, nous accompagnons les gens. Nous nous appuyons sur le bon sens, le savoir-faire. Nous orientons, bien sûr, mais nous accompagnons des gens. Avec Cécile, on avait le débat l'autre jour. Moi, j'insistais sur… Elle me disait, oui, mais une étude de carbone 4 signale que même si nous, citoyennes et citoyens, on se mettait tous au travail follement, à tout changer dans nos habitudes, ça ne jouerait que pour 25% de l'effet sur le climat. Et moi, je prétends, en fait, qu'il y aura un effet d'entraînement qui aura beaucoup plus d'effet que 25%. Et deuxièmement, que pour sortir de la neurasthénie collective dans laquelle le capitalisme nous a emmenés avec ce néolibéralisme et cette surconsommation qu'on a prônée et sur laquelle est construite notre modèle, pour sortir de ça, il faut se retrouver et il faut se retrousser les manches et sentir qu'on a un effet, qu'on est efficace, qu'on va être utile à nouveau. Vous voyez, réintroduire le vivant et le sensible dans l'acte d'entreprendre et sentir combien on peut être utile ensemble à nouveau et pas uniquement pour devenir numéro 1 mondial. Est-ce qu'il y a des autres questions ou des réactions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'ai une réaction, mais je ne voudrais pas prendre… Moi, j'avais une question. Vous êtes dans la région du Nord et il y a un grand mouvement au niveau des collectivités, de l'ensemble des acteurs, REV 3, Révolution 3, autour de cette transition écologique dont on sait un peu sur Fontainebleau en transition, inspiré sur ces aspects, me sensibiliser d'abord, mobiliser, comment on peut être dans l'action individuelle, puis l'action collective pour aller plus vite et plus loin, et comment tout ça, sur un autre palier, peut faire stratégie de territoire. Est-ce que vous êtes associé à ce travail, ou est-ce que ce travail s'inspire de vos travaux? J'ai pas du tout, et pardonnez-moi, en tête la chronologie de REV 3 à portée de la main. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que ça fait système tout ça? On n'a pas inventé REV 3, on a contribué et on continue de contribuer, bien sûr, activement, parce qu'on est de ceux qui pensons que
en fait, plus on sera nombreux, mieux ça se passera. Et on a besoin de partager beaucoup de partager nos expériences collectivement. Rêve 3 est un des mouvements, en effet, qui fédère le plus les entreprises, notamment dans le Nord et au-delà. Donc c'est un mouvement qui est, de ce point de vue-là, extrêmement porteur. Nous, de notre côté, on participe à ce mouvement-là et à d'autres. La transition économique invite à la coopération. D'autres réactions, des questions? Merci pour votre réponse en tout cas. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une réaction, mais plus parce que ça m'y fait penser en vous entendant, c'est-à-dire que c'est pas qu'une mutation, c'est pas qu'une transition écologique en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est autant social, organisationnel, c'est aussi une révolution peut-être démocratique. Et vous le dites, c'est-à-dire que voilà, si avec l'écologie eh ben la coopération se ferait ou elle ne se ferait pas. Mais finalement, elle s'induit parce qu'il y a aussi des enjeux sociaux, il y a aussi des enjeux d'attente, il y a aussi des enjeux d'économie. Et en fait, c'est complètement tout ça est lié. Et je trouve ce qui est intéressant dans ce que vous exposez, c'est que vous prenez l'ensemble. Vous ne prenez pas qu'un bout, c'est pas que de la biodiversité. C'est la biodiversité avec la coopération, avec des attentes de nouveaux salariés. Ça me fait penser quelque chose, d'ailleurs, de quelqu'un que vous devez connaître, Pierre Georgini, qui est à la Catho de Lille. Et un jour, moi, je le faisais intervenir et Pierre Georgini parlait à des industriels et leur a dit, est-ce que vous êtes sûr que les jeunes ont envie de travailler dans vos usines? Et ils sont tous sortis blêmes en disant, mais il a raison, en fait, on a taylorisé, on a créé des systèmes qui aujourd'hui ne sont plus du tout dans les attentes des jeunes. Et c'est un peu ce que vous dites. Et donc, il y a peut-être d'autres dimensions qui viennent se jouer que l'écologie, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Retrouver du sens au travail. Oui, absolument. Faire en sorte que l'objet de nos attentions et de nos journées de travail soit porteur, non destructeur et recrée du lien. Vous avez parfaitement raison, Michel, quand vous évoquez l'idée que la coopération, ça permet aussi de se redécouvrir soi-même avec l'autre, et non pas dans une compétition stérile, mais au contraire dans un système de coopération. Je trouve, pour ce qui me concerne, énormément de plaisir à venir le matin chez Pocheco. Je m'aperçois que on n'est pas nécessairement en tension dans l'entreprise pour être efficace. Les tensions se situent ailleurs. Il y a une tension économique, il y a des difficultés, mais en fait, la coopération nous permet de passer bien des difficultés et de surmonter bien des chaos. Peut-être que Édouard pourrait dire quelque chose là-dessus. Non, mais enfin oui, ça me fait penser à ce que nous décrivait Élodie, qui a travaillé beaucoup, qui est la co-créatrice du bureau d'études dans lequel je travaille, de Pocheco, et qui a beaucoup travaillé justement sur Pocheco pour engager la transition. Et elle nous expliquait qu'une des premières étapes, ça avait été effectivement de faire travailler les personnes ensemble, de se dire, bah, on va remettre toutes les procédures de l'entreprise à plat et on va chacun décrire la façon dont on travaille, et puis on va partager avec les autres la façon dont on produit nos enveloppes, la façon dont on règle nos machines, et ça va permettre de créer une espèce de, je sais pas comment, une émulsion, et ça va engager les équipes dans la transition. Ça va. Donc il y a effectivement vous parliez de démocratie, bah oui, le pouvoir au peuple, le pouvoir aux équipes, c'était un peu ça, c'était de remettre tout le monde, de rendre tout le monde acteur. Ça a été le point de départ, un des points de départ chez Pocheco, il me semble. Alors, je vois qu'on me demande si ça a changé quelque chose à mon leadership. Alors là, j'ai bien du mal à répondre. J'ai du mal à répondre parce qu'il y a certains mots avec lesquels je suis fâché. Collaborateur me rappelle, moi je suis né 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et donc la notion de collaborateur me rappelle des idées sombres. Et leadership, est-ce que ça a changé quelque chose à mon leadership? Moi j'ai un rapport aux autres qui s'est
débarrasser progressivement de tout ce qui n'était pas utile. Et donc maintenant, je parle très directement en essayant d'être bienveillant dans la mesure du possible. Et je crois que ce qui a été probablement, il faudrait questionner mes collègues, mais je crois que ce qui a été important pour mes collègues au début, finalement, les projets que je portais ou que je proposais, ils ne voyaient pas exactement où on allait. Ils étaient sympas avec moi, donc ils me laissaient faire, mais ils ne voyaient pas où on allait. Et puis petit à petit, les conditions de travail ont évolué. Et ils se sont aperçus que je mettais en application dans mes actes sur moi-même ce que je proposais aux autres. Et là, d'une certaine manière, par exemple, moi je gagne le SMIC. On a eu un incendie en 2011 et depuis on est en difficulté, il faut beaucoup travailler pour essayer de stabiliser l'entreprise. Je me suis dit que je ne demanderais pas des efforts aux autres si je n'étais pas capable de les produire sur moi-même. Donc d'une certaine façon, il me semble que je sens que j'ai une forme de légitimité, je sens qu'il m'autorise, je sens que je suis l'auteur de mon propre projet. Finalement, on construit une œuvre ensemble. C'est plus qu'une entreprise, on œuvre ensemble. Et je crois que ça mobilise beaucoup notre imagination, beaucoup notre créativité, et que pour libérer la créativité, le sensible, le vivant en nous, il faut se départir d'un certain nombre d'oripeaux qui sont en fait des encombrants. Des choses sont encombrantes dans le système hiérarchique lourd. Ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas. Par exemple, Édouard et moi et mes collègues, on se vouvoie, ce qui peut paraître d'un autre temps. Oui, mais à côté de cela, nous sommes, dans le fond, on a le droit aussi d'être dans une démarche finalement. Il y avait cette phrase troublante des années 80, parlant du capitalisme tel qu'il était en train de se construire ou de se développer, ce qui était déjà construit depuis belle lurette, mais de se développer, et on prétendait que there is no alternative, il n'y avait pas d'alternative à ce qu'on nous proposait. Ben nous, on s'est donné cette liberté-là, on s'est donné la liberté de penser que si, il est possible de faire les choses, d'entreprendre sans détruire, de s'engager véritablement, de dépasser le greenwashing, comment dire, la superficialité et les apparences. On a pu se débarrasser d'un certain nombre de choses. Mais attention, mes collègues viennent pour un salaire. Ce ne sont pas des écolos engagés. Je ne sais pas ce qu'ils votent, moi. Ce que je vois simplement, c'est qu'au quotidien, ils votent pour l'économie. Ils sont dans cette démarche-là parce que ça leur a apporté une amélioration des conditions de travail et aussi une déculpabilisation. Tout à l'heure, Édouard parlait de la forêt. Oui, le papier qu'on utilise est un papier qui provient de forêts où à chaque fois qu'un arbre est coupé, 10 sont replantés dans le respect de la biodiversité des espèces. Donc tout ça sont des choses, le diable se cache dans les détails. En fait, en s'occupant des détails, on a réussi à créer des conditions. Alors, ça n'est pas parfait, nous sommes le parangon de rien du tout et on donnera la leçon à personne, mais on peut montrer qu'un mouvement est possible, que c'est possible de réinventer notre rapport au travail en se déculpabilisant de la destruction créatrice de Schumpeter. Inventons la transformation créatrice. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres réactions? J'ai peut-être refroidi tout le monde avec ma réaction sur le mot et sur leadership. Ah non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Très impressionné de la démarche et de l'humanité dans laquelle vous incarnez ce projet pour vous et pour vos... pour mes collègues. Listier de projets. Oui. Très impressionné. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, on va clore notre échange. Moi, je rappelle, cette vidéo, elle est enregistrée et ça permettra aux gens de revenir, entendre, et peut-être qu'il y aura des questions et à ce moment-là, on verra comment certaines questions viendront à vous. On est à votre disposition pour y répondre. Je pense que le meilleur et le plus simple, c'est de nous joindre sur pocheco.com. On nous trouve très facilement. On sera, Édouard et moi, très heureux de répondre à vos questions, à vos suggestions. On sera très heureux et très touché si vous faites le voyage
de vous recevoir chez nous. Comme nous sommes très touchés que vous nous ayez reçus chez vous ce soir, merci beaucoup de nous avoir donné du temps. Merci. C'est nous qui vous remercions Merci tous les beaucoup, trois Emmanuel et de Édouard. nous avoir consacré ce temps. Merci. Merci Monsieur Druon, merci Monsieur Sellier, Madame Vernet également. Et je propose que Fontainebleau en transition s'équipe d'une librairie associative partagée. Voilà, je sais qu'à côté de chez vous, Rémi Marion, qui a édité 2 livres dans la collection Monde Sauvage, son épouse Catherine lance une épicerie participative et elle a décidé au niveau national, il y a 200 épiceries aujourd'hui, de référencer Actes Sud, ce qui est quand même absolument génial. Et donc, voilà, je me dis, Fontainebleau, vous n'êtes pas très loin, puis vous êtes tellement engagé, vous faites tellement de débats avec des auteurs tellement passionnants qu'il faut mettre en place, voilà, une petite vous avez déjà cagnotte. Ondine et moi qui vous suivons dans cette histoire. Un grand merci. Merci puis, Emmanuel, merci Edouard d'avoir donné du temps. En soirée. Merci à vous. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était passionnant. Ouais, c'était passionnant. Merci. Bonne soirée. Partagez, que d'autres gens soient inspirés. Merci. Ça marche. Merci. À À bientôt. très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.